Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien et j'espère aussi que votre mois de janvier n'a pas été trop long. Moi, ce premier mois de l'année, ça me paraît toujours une éternité. Mais bon, nous voilà en février. Salut Nathan. Salut Violaine, je partage ton avis sur janvier. Ça y est, c'est passé. Est-ce que ça va quand même ? Ouais, tout va bien. Rien de spécial, hein. Écoute, la vie continue. Suit son cours, comme on dit. Bon, c'est déjà pas mal. Je vous propose, et je te propose, Nathan, évidemment, qu'on attaque directement avec notre sujet du jour. Un sujet qui nous a été inspiré par nos propres expériences. Je vais l'annoncer directement. Ce sujet, c'est celui de la culture du vide. Est-ce que, pour commencer, tu as envie de donner une définition à ce terme qu'on entend de plus en plus ? Ouais, alors c'est pas forcément évident comme ça à définir. C'est une notion un peu abstraite et d'ailleurs quand on cherche pas mal de contenu sur Internet, on n'en trouve pas beaucoup. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Ouais, je suis assez d'accord. Je crois aussi parce que c'est quelque chose qui est assez récent. Ouais, c'est totalement récent. En tout cas, il y a une prise de conscience depuis quelques temps. C'est lié un peu à notre manière de consommer l'information. Quand je parle d'information, je parle au sens large, hein. Là, on ne parle pas de l'actu ou de l'actualité, on parle vraiment de l'info, ce qui nous est montré un petit peu, notamment sur les réseaux sociaux. Donc on va parler beaucoup de contenu rapide, facile, léger, sans vraiment de profondeur. Tout ce qu'on voit en fait quand on allume son téléphone par exemple, quand on va sur un réseau social et qu'on nous propose du contenu qui sera considéré comme vraiment très très léger. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je me sens en pleine culture du vide. Tu vois, quand je scrolle, quand je défile sur les réseaux sociaux et que je perds, je sais pas, 1 heure ou 2 heures et que je me rends compte que, à la fin, j'ai rien appris. Et même, ça me fait me sentir mal. Ça, pour moi, c'est vraiment la définition de la culture du vide. C'est en fait regarder les autres personnes vivre, faire leur vie. Et voilà. Ouais, c'est ça. Et j'avais même envie de dire que la culture du vide, pour moi, c'est quand on met tout à égalité, tout et n'importe quoi à égalité au même niveau. C'est-à-dire que si tu assistes à un clash entre deux stars de je sais pas quoi, de télé-réalité, entre deux acteurs, entre deux chanteurs, et qu'on va regarder ça et qu'on va avoir autant d'intérêt pour ça que pour quelque chose de normalement beaucoup plus intéressant, beaucoup plus important, avec beaucoup plus de répercussions dans ta vie, comme, je sais pas, une élection présidentielle, une guerre, un conflit, ou même une réforme, une loi, tu vois. C'est vraiment ça, quand, en fait, il n'y a plus de hiérarchie dans l'info, et que sur ton réseau social, on va te proposer une info après l'autre, et que, sans hiérarchie, quoi. Mais moi, j'irais même plus loin, tu vois. Je pense que c'est pas tout est à égalité. C'est que les contenus les plus légers sont ceux qui deviennent les plus viraux et donc ont plus de valeur ou en tout cas plus d'audience qu'un contenu réfléchi, long, qui va analyser une actualité, un conflit politique ou je sais pas. Moi, pour moi, la culture du vide, c'est vraiment quand le contenu favorise des trucs hyper superficiels, l'apparence physique, tu vois, ce genre de choses. C'est ça, on a une expression pour ça, on va dire que tout ce qui est contenu léger est roi, c'est devenu roi, et en fait on a une info légère qui va chasser une autre info qui sera beaucoup plus intéressante, avec du fond, quoi, quelque chose qui aura des répercussions sur toi. Tu sais que cette notion de culture du vide, elle existe en fait depuis quelques années, même depuis quelques décennies. Il y avait un Français, un écrivain français, et oui, j'ai vérifié, il est bien français d'ailleurs, il habite pas très loin d'ici, dans le sud-ouest de la France, il a 80 ans je crois, il s'appelle Gilles Lipovetsky, et lui déjà en 1983, en fait, il a publié un livre qui s'appelle l'ère du vide. Donc ce n'est pas la culture du vide, mais c'est vraiment l'ère E-R-E pour dire la période. Exactement. La période du vide. Et déjà à l'époque, en fait, il décryptait ce changement à venir dans les années suivantes, donc aujourd'hui, dans les années au XXIe siècle, et il décryptait donc cette mutation de la société, ce changement de la société, et il voyait donc notre période comme une période où il y a une forme de culte de l'individu.
et même un culte de l'individualisme peut-être, où vraiment la personne, tu vois, est mise au centre du quotidien. Donc je pense que c'est en lien avec cette superficialité dont tu as parlé aussi. Ouais, et puis sur ça, bon, je vais enchaîner avec un autre auteur, et puis après ce sera terminé pour les termes un peu techniques. Il y a un Français qui s'appelle Guy Debord, qui a lui aussi parlé il y a quelques décennies de la société du spectacle. Et pour moi, on est en plein dedans. La société du spectacle, c'est en fait quand nous, les consommateurs, on assiste un peu au spectacle de l'information qui nous est diffusée. Et on est passif. Et donc, on n'est plus du tout actif. On va plus du tout agir dans notre quotidien pour faire changer les choses. Mais on est plutôt passif. Voilà, on regarde sans réfléchir. Et voilà. Évidemment, parce que c'est facile, parce que c'est fun, parce que c'est divertissant. Et évidemment, ça ne demande aucune réflexion, très peu de réflexion. Et c'est la raison aussi de ce succès. Moi, j'ai envie de parler peut-être de mon cas personnel, donner un exemple vraiment très concret, parce qu'en fait, là, on dénonce un peu la culture du vide, on en parle, mais évidemment, nous-mêmes, toi comme moi, Violaine, on est évidemment concernés par ça. Et j'ai un exemple avec un célèbre réseau social, est-ce que je le nomme ? Bien sûr. TikTok, voilà, sur lequel j'étais il y a encore quelques semaines et que j'ai quitté il y a quelques jours. Parce qu'en fait, je me suis laissé avoir par ce réseau social, je me suis laissé happer aussi. J'y allais, en fait, comme tu l'as dit, très régulièrement, dès que j'avais 2 minutes de pause. Et en fait, il y a quelques jours, j'ai eu comme une prise de conscience, ça a fait tilt, ça a déclenché quelque chose en moi. Et en fait, le point de bascule, le tournant, c'est vraiment une émission de télé. Je sais pas si c'est une émission de télé-réalité, non, en tout cas une émission qui passait à la télé, que j'ai regardée, que tu as regardé aussi, qui s'appelle la Star Academy. On va peut-être expliquer le principe de cette émission qui est très populaire en France, qui était déjà populaire dans notre enfance, dans les années début 2000, mais qui est revenue et aujourd'hui qui est regardée par des millions de gens. C'est quoi le principe de la Star Academy ? C'est tout simplement, on va suivre une dizaine, je crois, d'apprentis chanteurs, et on va suivre leur aventure pendant 3 mois, et à la fin il y a un gagnant ou une gagnante qui remporte le droit de faire un album, et voilà, on a regardé ça, et toi tu t'es laissé happer, et moi aussi, par toutes les polémiques qui naissaient sur TikTok. Ouais, en fait c'est une émission qui a quand même de la qualité, parce que on chante vraiment, c'est une émission artistique avec de vrais artistes, mais chaque semaine il y a des élèves qui étaient éliminés. Et en fait, moi, je me suis retrouvé c'était l'algorithme qui était comme ça. À chaque fois que j'ouvrais cette application, enfin que j'ouvrais TikTok, en fait, je tombais vraiment sur des comptes de personnes qui en discutaient, qui en parlaient. Et ça parlait vraiment de choses futiles, de choses vraiment secondaires. Et encore, je suis gentil quand je dis secondaire, c'est-à-dire qu'on allait me montrer une vidéo d'une dispute, par exemple, entre 2 élèves. On allait me montrer une vidéo d'une personne qui allait parler, qui allait critiquer la tenue, peut-être les vêtements d'une autre personne. Et c'était vraiment des vidéos comme ça, très courtes, de 30 secondes, quoi, d'1 minute. Mais qui cumulaient des millions de vues. Exactement. Il y avait même des personnes, des TikTokers, qui étaient spécialisés dans cette émission et qui le sont encore, et qui organisaient comme des lives, des directs juste après l'émission. Et moi, je me suis déjà retrouvé à, juste après l'émission, me mettre sur TikTok et regarder un live comme ça pour débattre de l'émission qui venait de se passer et que j'avais vue. Et le live ne durait pas 1 minute, 2 minutes, ça durait 1 heure. Donc parfois, ça prenait vraiment toute la soirée, quoi. Donc pour moi, c'est ça, vraiment, c'est ça, cette culture du vide, c'est quand on va mettre à égalité ce qui se passe dans ce type d'émission et une actualité peut-être politique qui s'est passée le même soir, mais que j'aurais volontairement, sauté, quoi, pour cette émission-là. Donc c'est pas à égalité. Si on te proposait un contenu un peu politique ou plus intellectuel, tu le swipais. Exactement. Okay. Non, tu as totalement raison. Ça prenait même le dessus sur l'actualité française. Et concrètement, je me suis rendu compte que j'écoutais moins la radio le matin pour l'actualité, pour les vrais débats, parce que j'étais peut-être plus sur les réseaux sociaux où j'avais la tête vraiment à cette émission,
Ouais, non, mais c'est sûr. Après, je vais te dire quelque chose qui ne change pas le monde, mais honnêtement, pour faire le test et écouter la radio le matin, la radio d'actualité, ou alors regarder le journal télévisé le soir à 8 heures, bah franchement, quand on le regarde, on se dit, mais c'est déprimant. Enfin, je veux dire, les infos qui s'enchaînent sont horriblement déprimantes et... Alors, je dis pas que c'est bien, mais ça nous déprime un peu moins de regarder évidemment des clashs entre des personnes, de regarder des choses un peu plus légères. Parce que c'est vrai que ce qui est en compétition avec cette culture du vide, bah, c'est un contenu, une réalité en fait qui est quand même anxiogène et dur à suivre. Oui, tu as totalement raison et peut-être qu'on en parlera juste après aussi de ces conséquences comme ça de la culture du vide. J'aimerais y revenir juste après, mais j'ai envie qu'on fasse juste un petit test quand même, j'ai envie qu'on prenne notre téléphone Ok. pour qu'on voit en direct ce qu'est la culture du vide parce que si j'ai supprimé TikTok, je suis toujours sur une autre appli, un autre réseau social. On va prendre si tu veux mon téléphone. Allez. Je sais pas où est le tien et il me reste peu de batterie sur mon téléphone. Donc on va en profiter. J'ouvre mon application et j'ai envie de voir ce que l'algorithme nous propose. Je sais pas ce que t'en penses. On regarde. Alors. Donc là, on est sur Instagram. On l'a pas nommé, mais on est sur Instagram. C'est vrai. Donc je vais cliquer sur ce qu'on appelle les réels. Et c'est vraiment stupide en fait. Parce qu'on a concrètement là un contenu d'une personne qui nous apprend à dater, à avoir des rencontres amoureuses, à faire des rencontres amoureuses quand on est religieux. Donc c'est vraiment bizarre. Et là, c'est la personne dit dater quand tu es chrétienne. C'est vraiment lunaire. Je sais pas ce que t'en penses. C'est lunaire. Ton contenu est complètement lunaire. Moi, quand je fais ça, l'expérience que fait Nathan, quand je scrolle sur la catégorie réelle d'Insta, bah moi, je vais voir beaucoup, par exemple... C'est ridicule. Non, mais là, c'est fou. Tu as raison, qu'est-ce que tu vois? Excuse-moi, mais je trouve ça juste... Je me rends compte, en fait... Encore plus maintenant de cette culture du vide. Encore plus quand tu dois le verbaliser, tu te rends compte à quel point c'est ridicule. Exactement. Non, mais moi, je sais pas, je vois des créatrices de contenu, parce que je suis pas mal de femmes, qui vont montrer leurs vêtements, qui vont montrer leur vie. Enfin, vraiment, c'est inintéressant. Quand je vous dis que c'est inintéressant, ça l'est. Et... tu voulais aborder les conséquences de cette culture du vide. Bah moi, il y en a une principale, c'est à quel point ça peut nous faire nous sentir mal, parce que... j'apprends rien à personne quand je dis ça, encore une fois, mais les créateurs de contenu, dans ces contenus qui sont très courts, ils montrent ce qu'ils veulent. Donc, ils vont montrer une vie évidemment hyper esthétique, des tenues, des choses, des possessions qu'ils ont qui sont chères, j'en sais rien. En tout cas, ils vont montrer un peu une vie de rêve, et je mets des gros guillemets. Et donc, nous, ça nous fait en fait désirer des standards de vie qui sont extrêmement élevés. Et donc, on va se dire, oh, mais moi, je suis pas à la hauteur. Moi, ce que j'ai, c'est pas assez bien. Et donc, il y a toute une des grosses conséquences quand même de cette culture du vide. C'est sur la santé mentale et sur le bien-être en général. Non, je suis complètement d'accord sur ça. Évidemment, il y a des conséquences néfastes, dramatiques sur nous, sur notre santé mentale. Tu l'as dit, moi, vous l'avez compris. Là, ce qu'il y a sur mon réseau social, et ce serait mentir que de dire que c'est juste léger, c'est idiot, en fait. On peut le dire comme ça. Et je ne maîtrise pas, évidemment, mon algorithme, mais même si ça a peut-être un lien avec, soi-disant, mes goûts ou mes passe-temps, mes activités préférées, mais quand on voit ce qu'on me propose... je suis pas totalement sûr. En tout cas, l'algorithme t'a mal cerné. Clairement, j'en doute. Juste, excuse-moi, j'aimerais apporter autre chose sur les conséquences de cette culture du vide sur nous et même sur l'impact plus global sur la société. Moi, il y a quelque chose un peu de tout bête, ça va être très concret. Je me rends compte que quand je scrolle comme ça, je ne prends plus de temps, évidemment, pour faire autre chose. Et c'est concret. Ces derniers temps, par exemple, j'ai déserté un peu, comme on dit. Donc, j'ai laissé de côté, j'ai mis de côté les articles intéressants que je lisais avant, comme par exemple les articles du Monde, évidemment, journal auquel je suis abonné, je crois que je l'ai déjà dit ici. On le dit dans tous les épisodes. Dans tous les épisodes, voilà. Donc c'est bien aussi de se répéter. Pareil pour des bons films, des classiques, des chefs-d'œuvre, ou même tout simplement des bons films qui sont sortis récemment ou durant l'année dernière, et à côté
à côté desquels je suis totalement passé, tu vois. Donc que je n'ai pas eu le temps de voir, que j'ai raté vraiment à cause, encore une fois, de ces réseaux et de cette culture du vide. Donc je crois que, tu vois, si ces vidéos sont peut-être drôles comme ça, à court terme, nous permettent, il faut le dire aussi, juste de passer le temps. On a le droit, hein, entre deux réunions, Exactement. quand on travaille, on a le droit aussi de se détendre et de rire un peu. Mais malheureusement, je crois que ces vidéos, à moyen terme, eh bien, elles nous parasitent. Elles nous parasitent et que, évidemment, ça peut être problématique parce que, à force de regarder, je pense, ces vidéos et ce contenu qui est très léger, eh bien, quand il s'agit de parler de sujets plus sérieux, eh bien, on n'a plus la capacité mentale, intellectuelle pour le faire et on finit par survoler des sujets. Ça veut dire qu'on va juste s'intéresser au titre et ça nous est déjà arrivé. Parfois, on s'envoie des articles intéressants puis en fait, on prend plus le temps pour le lire et pour les lire, on va juste s'intéresser au titre et au chapeau, comme on dit, c'est-à-dire à l'introduction de l'article. Et c'est tout. Ouais, sur ça, je te rejoins, mais je vais aller même un peu plus loin. C'est que, en fait, maintenant, j'ai l'impression... Alors, je parlais tout à l'heure de comparaison, où on compare nos modes de vie avec les gens qu'on regarde. Mais je crois qu'en fait, on compare, quand on fait cette comparaison et qu'on dit « Oh, mais moi, j'ai pas assez, je suis pas assez, etc. » Bah, en fait, la comparaison, elle se fait sur des éléments hyper superficiels, puisque ce qu'on voit de la vie des gens, c'est superficiel. Et en fait, on va plus se comparer sur notre valeur, sur ce qu'on est à l'intérieur. Et je trouve qu'une des conséquences de ça, c'est que ça peut créer des relations, même dans la vie réelle, si je peux dire, ça va créer presque des relations superficielles, où on va plus parler de sujets un peu profonds, comme tu viens de mentionner, mais plutôt échanger aussi dans notre vie quotidienne avec nos proches sur des sujets plutôt superficiels. Et donc, ça crée des relations qui survolent. Et ça, je le ressens, ou j'ai pu en tout cas le ressentir à certains moments. C'est vrai. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On va mettre sur un piédestal peut-être des personnes ou des sujets qui ne sont clairement pas en fait de vrais sujets de discussion et ça devient des sujets de conversation, donc c'est un problème. Tout à l'heure, je voulais revenir dessus, tu as fait référence à ces JT, à ces journaux, à ces informations, à cette actu que tu juges un peu déprimante et trop lourde. Mais c'est peut-être parce que justement, on est tellement habitué à voir ce contenu très léger tous les jours du matin au soir que tout le reste en fait nous paraît ennuyeux, nous semble fade, nous semble, et excuse-moi pour le terme un peu vulgaire peut-être, mais nous semble chiant. Et bah forcément, à côté de vidéos comme on vient de voir là sur Instagram, ou de chats qui sont déguisés ou qui jouent, etc., ou qui sont juste mignons, et des personnes qui font des blagues, bah quand t'écoutes à côté le soir même une émission de débat, une émission un peu intello, forcément tu vois un décalage qui est juste gigantesque, quoi, qui est énorme. Et on peut pas blâmer les gens et on peut pas se blâmer nous de, voilà, le soir après le taf, après le travail, de vouloir complètement déconnecter le cerveau et donc ne pas s'infliger ces contenus qui sont pourtant de très grande qualité. Mais même sur ça, je vais ajouter quelque chose, c'est que sur les réseaux sociaux, je trouve qu'il y a même plus de place pour la politique. Et quand je parle de politique, je parle au sens très très large. Je pense en fait à tous les créateurs de contenu qui aujourd'hui n'osent plus prendre position sur des choses politiques du quotidien parce qu'ils disent que c'est pas leur rôle, que les réseaux sociaux, c'est pas le lieu où on fait ça. Et je trouve que ça conduit évidemment à une dépolitisation de ce qu'on est et de notre quotidien, alors que, je le dis souvent, mais notre vie en fait est politique et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on consomme est politique. Ouais, même si j'apporterais une petite nuance, je trouve en tout cas pour ce qui est des réseaux sociaux français, peut-être des médias au sens large français, qui ont des comptes sur les réseaux sociaux, qui ont des pages, leurs propres pages, je pense aussi qu'il y a quand même, il reste heureusement des créateurs de contenu ou des médias, des journalistes qui sont extrêmement populaires sur les réseaux sociaux et qui sont en même temps engagés, même politiquement ou sur des sujets de société, hein, quel que soit le bord, de gauche, de droite, etc. Je pense qu'il y a aussi une demande de ça. Donc je dirais qu'il y a encore un peu d'espoir, mais c'est vrai que même nous, on peut dire professionnellement, parce que maintenant, nous, on a évidemment un podcast que vous êtes en train d'écouter, et puis on a une chaîne YouTube que je vous invite évidemment à rejoindre et à vous abonner, mais quand on voit l'algorithme qu'on nous propose, quand on voit ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins, ce qui marche ou ce qui marche pas, bah voilà, on va voir que
aussi notre algorithme en fait nous pousse à faire comme ça du contenu qui va être léger, qui va être du contenu divertissant, mettre de l'humour partout, tu vois. Et dès que c'est un peu plus sérieux, on va considérer que c'est un peu chiant peut-être. Et ça peut passer à la trappe de l'algorithme, en effet. Tout à fait. On parlait de nous, de ce que ça nous a fait ressentir, d'avoir un peu plongé dans la culture du vide. Je crois qu'on l'a un peu dit, mais si on devait généraliser, on peut dire qu'on a l'impression qu'on réfléchit moins et qu'on se cultive peut-être moins. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou est-ce que tu veux apporter une nuance ? Est-ce qu'on réfléchit moins ? Je pense, comme on l'a dit tout à l'heure, forcément, on creuse moins, on va moins en profondeur dans les sujets parce qu'on n'a plus le temps, en fait. On ne trouve plus le temps, on ne prend plus le temps et on est face à une sur-information. Il y a des choses partout qui se passent, donc c'est épuisant et j'arrive pas à savoir parce qu'il reste heureusement du contenu, il y a des chaînes de qualité, il y a des vidéos qui sont longues aussi de qualité, de réflexion et qui restent populaires. Donc je vais être mitigé, mais en tout cas, on est tous touchés par cette culture du vide et il faut mettre en place quelque chose pour que ça change. Il faut qu'il y ait une prise de conscience individuelle déjà. Parce que je pense qu'à partir du moment où on a une prise de conscience individuelle, ce qui était un peu mon cas là récemment, j'ai réussi à mettre en place quelques stratégies pour faire autre chose, comme je t'ai dit, c'est-à-dire regarder plus de films. Tout simplement, moi, j'ai jamais regardé autant de films en un mois, là, en janvier 2025, que sur une année, que sur l'année 2024. Parce que, tout simplement, j'ai mis de côté un peu les réseaux. Donc, il y a des petites stratégies. Je me suis mis aussi à faire des échecs, à jouer aux échecs. Alors, sur mon téléphone, mais voilà, je trouve que c'est un peu plus intéressant, quoi. Parce que il y a du contact humain, je peux en parler aux gens, il y a de la réflexion, il y a de la stratégie. Donc, on est, pour moi, à mon avis, en dehors de cette culture du vide. Ouais, mais c'est dur, je trouve, pour avoir cette prise de conscience. Je veux dire, tout le monde n'a pas cette prise de conscience. Alors, tu parlais des choses que nous, on a mis en place. Bon, on a aussi mis en place une limitation du temps d'écran sur nos téléphones. Et ouais, il faut en arriver jusque-là pour nous désintoxiquer. Mais en fait, quand je parlais du fait qu'on se cultivait moins, je pensais à un exemple qui est en lien avec la reco culturelle de cet épisode. Ok. Donc je vais vous recommander un film, mais juste avant, j'ai envie de dire que moi, quand je suis allée au ciné voir ce film, bah malheureusement, il n'y avait pas de jeunes dans la salle, alors que c'est un film qui est réalisé par une jeune femme de mon âge, avec des acteurs jeunes, avec un thème qui est quand même très actuel. Mais tu y es allé très récemment et je pense que le film était déjà sorti depuis longtemps, non ? Oui, et en plus, c'est dans un ciné d'art et d'essai, comme on dit. Donc voilà, un ciné un peu indépendant du centre-ville. Je sais que dans les cinés un peu plus grands, où il y a des films plus internationaux qui sont diffusés, là, les jeunes ne désertent pas totalement les salles de ciné. Mais voilà, la constatation que j'ai eue très récemment. Mais je sais qu'il y a de l'espoir. Comme tu dis, le format long sur YouTube est de plus en plus valorisé. Donc voilà, on garde un peu d'espoir sur ça. Et aussi, petite mention très rapide à toute la tendance qu'il y a eu sur TikTok, qui est donc la tendance du BookTok. Voilà, pas besoin de traduire. C'est donc toutes les vidéos TikTok qui viennent conseiller des livres. En général, c'est tenu par des jeunes femmes, ces comptes, et ça a vraiment engrangé une hausse de la fréquentation des librairies et des bibliothèques en France. Ouais, et je connais, alors là c'est un homme, mais je l'ai découvert très récemment sur Instagram. J'ai oublié comment il s'appelle, malheureusement, mais tout ça pour dire que lui aussi, il conseille des bouquins, des livres, et il a plus de 300 000 abonnés. Ouais, on vous mettra son pseudo dans les notes du podcast. Je crois qu'il s'appelle Jules comme César. C'est ça, bah voilà, pas besoin de le mettre. Jules comme César, plus de 300 000 abonnés. Et en même temps, il mélange le divertissement et la littérature et la culture. Donc on peut faire le lien entre les deux. Il reste très populaire. Peut-être que tu peux nous parler donc de ce film que tu as teasé quand même. J'ai envie de savoir de quoi il parle. Tu l'as vu, toi, la semaine dernière, un dimanche, je crois. Moi, je n'y suis pas allé, mais j'aimerais bien le voir. Ça m'a donné envie. Donc peut-être que j'irai faire un tour au ciné la semaine prochaine ou ce week-end. Je crois qu'il passe ce week-end, tiens.
Bon, alors ce film, il s'appelle Vin Dieu, en référence à une expression qu'on trouve beaucoup dans l'Est de la France. Et ce film, il a un thème que j'adore. C'est la vie d'un jeune homme et de ses amis. Donc, dans l'Est de la France, on est plus particulièrement dans le Jura, dans l'Ain. Voilà, si jamais ça vous parle. Ce sont des terres extrêmement rurales. Et en fait, ce jeune, il va perdre de manière précipitée son père, qui était donc un producteur de fromage, et plus particulièrement de comté. Voilà, je crois qu'on ne peut pas faire plus français. Et donc, il va essayer de survivre suite au décès de son père. Et il va notamment essayer de refaire, lui, à son tour, du comté. Donc, on suit un peu cette vie dans la campagne française. Mais voilà, on le suit de manière très objective, très belle. Il n'y a pas de misérabilisme, comme on dit. Ces jeunes ne vont pas dire «ma vie est dure», alors qu'on le sait, hein, la vie des jeunes ruraux est assez difficile, avec peu d'opportunités, peu d'argent, etc. Surtout dans l'agriculture. Surtout dans l'agriculture. Mais il n'y a jamais ce ton. Et au contraire, je trouve que c'est un beau film d'espoir. Vous pouvez voir des très beaux paysages et surtout, alors là, en défi linguistique, je crois qu'on vous a jamais proposé ça. Vous allez écouter tout au long du film l'accent donc de l'Est de la France, centre-nord-est de la France. Et waouh, c'est très compliqué à comprendre, mais si vous le trouvez avec des sous-titres, franchement, allez-y. Voilà, pour voir la vraie vie en France, c'est passionnant. Et comme tu as dit, ça permet d'entendre aussi un accent qui sort de l'ordinaire, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, hein, évidemment. Tout le monde connaît le français un peu standard. On sait aussi qu'il y a un accent assez fort, entre guillemets, à Marseille, dans le sud-ouest et le sud-est. Mais là, dans le Jura, c'est ça ? C'est à peu près dans cette région-là, vraiment à l'est de la France. Bah, c'est assez original, tu vois. Moi, j'y suis jamais allé dans cette région, donc c'est un accent que je connais peu, très très peu. Et ça fait plaisir de voir au cinéma, dans un film qui a rencontré un succès populaire, hein, il faut le dire, il a fait pas mal d'entrées, Vin Dieu. Ça fait plaisir de voir cette jeunesse représentée, voilà, loin des clichés et loin de l'image qu'on peut avoir des Français. Et c'est vrai que c'est un vrai succès populaire pour ce film, avec énormément d'entrées dans les salles de ciné. Alors que c'est quand même une comédie sociale, donc voilà, on a de l'espoir sur la culture du vide, ça intéresse aussi quand on parle de société. Ouais. Je suis assez optimiste, en tout cas assez fier du cinéma français actuel. Je trouve depuis quelques semaines, il y a de très très bons films et c'est difficile donc de voir tout ça au ciné. Mais heureusement, on a les plateformes aussi qui serviront à les regarder peut-être plus tard. Alors moi, c'est vrai que comme je l'ai dit, hein, pour lutter contre la culture du vide, on peut regarder aussi des films, on peut rester en fait sur les écrans, mais regarder des films de qualité. C'est vrai que petit conseil, je trouve que ça fait du bien de regarder peut-être pas seulement des films qui sortent aujourd'hui, mais des films plus classiques, des films qu'on n'a pas pris le temps de regarder, peut-être plus jeunes. C'est un peu mon cas, j'ai un peu honte parfois, mais c'est vrai qu'on parle souvent de grands films et puis on les a pas forcément vus, des films dont on vous parle toute votre enfance, toute votre vie. Et moi, je me suis fait une petite liste là, tu vois, ces derniers jours. Donc voilà, j'espère rattraper ce retard. Je pense notamment à des films américains que j'ai envie de voir, tu vois, des années 90. Alors c'est très précis le thème, mais là j'ai envie de rattraper tout ce retard concernant les films qui parlent de la guerre du Vietnam. Waouh, qui sont sortis, je pense, dans les années 90, peut-être début 2000. Mais évidemment, la guerre du Vietnam, c'était un peu avant. Mais tous ces films sont, comme on dit, passés sous le nez quand j'étais plus jeune. Donc, ils sont passés et je les ai regardés je les ai regardés passer sans les voir, quoi. Sans les voir au ciné ou à la télé. Donc, je conseille aux gens d'essayer de se faire du bien en regardant des grands films et des films classiques, quoi, des chefs-d'œuvre du cinéma. Et si vous voulez savoir comment Nathan va regarder ces grands films, bah ça, vous aurez la réponse la semaine prochaine. Ouais, c'est vrai qu'on en parlera la semaine prochaine, c'est bien de le teaser. Alors, tu as parlé d'un film, j'aimerais peut-être parler d'un bouquin.
Allez. Parce que ça fait quelques temps qu'on n'en a pas parlé. Et moi, alors j'ai juste commencé à le lire, mais je pense qu'il peut être intéressant justement pour nos auditeurs, les gens qui nous écoutent. C'est un livre d'Alain Mabanckou. Le livre s'appelle Verre cassé. Je l'ai dans la bibliothèque, je vais juste le prendre. Donc voilà, je viens de le récupérer. Verre cassé, Alain Mabanckou. Est-ce que tu peux nous dire qui c'est cet auteur, rapidement ? C'est un écrivain qui a la double nationalité franco-congolais. Et en fait, dans ce livre, rapidement, comme j'ai dit, je l'ai commencé là tout juste, j'ai lu seulement quelques pages, mais on est en Afrique, on est au Congo exactement, à Brazzaville. En fait, le personnage principal, c'est un client d'un bar qui va écrire sur ce qui se passe dans ce bar, tous les mouvements du quotidien, les discussions de comptoir, comme on dit. Il va dresser les portraits des gens qui passent, quoi. Tu sais, des personnes qui sont un peu les déclassés de la société, les personnes à la marge de la société. Et j'aime beaucoup le style parce que, justement, il n'y a pas trop d'effet de style, c'est très direct, c'est écrit... j'ai l'impression sans trop de relecture, tu vois, c'est très oral, donc c'est parfait, je trouve, parce que c'est presque du français parlé, alors que c'est un livre, et c'est plutôt assez drôle. Et Alain Mabanckou, c'est quand même un écrivain donc super talentueux, qui est prof de littérature à Los Angeles, à UCLA, l'université très prestigieuse de Los Angeles, prof de littérature francophone. Et je trouve que ça fait du bien aussi de lire des auteurs en français, mais qui sortent peut-être de la France, parce que c'est vrai qu'il est franco-congolais, mais il parle beaucoup de l'Afrique, ça se passe au Congo, donc c'est bien, voilà, de lire un peu autre chose. Et on va essayer de faire de plus en plus de recos francophones, et de ne pas se limiter à des recos franco-françaises, donc Verre cassé est une très belle reco qui va vous permettre d'en savoir plus sur la culture francophone. Ouais, j'ai même vu que le quotidien anglais le Guardian a désigné ce roman comme l'un des 10 meilleurs livres africains de l'époque, on va dire, moderne, aujourd'hui. Voilà. Bon, donc, là, je crois que niveau reco culturel pour cet épisode, vous êtes servis. Dites-nous si vous allez consommer ce qu'on vous a recommandé, et puis ensuite si vous avez aimé ou pas. Je crois que c'est le moment pour nous de vous laisser. Nathan, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Non, rien à dire. J'espère que ça vous a plu. Et surtout, le prochain épisode, c'est vrai qu'il aura aussi un lien, je pense, avec celui d'aujourd'hui. Il aura un lien et vous le découvrirez dans 2 semaines. En attendant, moi, j'ai des petites questions à vous poser. Est-ce que vous aussi, vous avez été attrapé par cette culture du vide ? Est-ce que vous consommez des contenus légers, courts, viraux ? Ou au contraire, est-ce que vous êtes anti ce genre de contenu ? Dites-nous tout dans les commentaires, on vous lira et on vous répondra. En tout cas, on essaiera. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et on vous dit à la prochaine. Bye bye.